davantage. Oui, dia, dit Grand Gousier, attends, dit Gargantua. En chiant, l'autre hiver sentit la gabelle qu'à mon cul doigt, l'auteur fut autre que cuit doigt, et on fut du tout en puanti. Oh, si quelqu'un eût consenti m'amener une que attendait en chiant, car je lui eusse cimenti son trou d'urine à mon lourdet, cependant eut avec ses doigts mon trou de merde garanti en chiant. Or, dites maintenant que j'y sais rien. Par la merdier, je les ai fait mis. Mais les voyant réciter à Dame Grande que voyez ici, les ai retenus en gypsière de ma mémoire. Retournons, dit Grand Gousier, à notre propos. Quel, dit Gargantua, chier? Non, dit Grand Gousier, mais torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous me payer un bussard de bon vin breton si je vous fais quino en ce propos? Oui, vraiment, dit Grand Gousier. Il n'est, dit Gargantua, point besoin de torcher le cul, sinon qu'il y ait ordure. Ordure n'y peut être si on a chié. Chier donc nous faut d'avant que le cul torché. Oh, dit Grand Gousier, que tu as bon sens, petit garçonnet. C'est le premier jour, je te ferai passer docteur en Sorbonne, pardieu, car tu as de raison plus que d'âge. Ma barbe, or poursuis ce propos torche-culatif, je t'en prie, et par ma barbe, pour un bussard, t'auras 60 pipes, j'entends de ce bon vin breton, lequel point ne croit en Bretagne, mais en ce bon pays de Véron. Comme torchet après, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gypsière, d'un panier, oh, le malplaisant torche-cul, puis d'un chapeau, et notez que des chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les autres taffetassés, les autres satinisés. Le meilleur de tous, c'est celui de poil, car il fait très bonne abstertion de la matière fécale. Puis une torchette d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'une barbute, d'un coïf, d'un leurre, mais conclut et dit et maintient qu'il n'y a tel torche-cul que d'un oison bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique tant par la douceur, dit celui du V, que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle facilement est communiquée aux boyaux oculiers et autres intestines, jusqu'à venir à la région du cœur et du cerveau. Et ne pensez point que la béatitude des héros et semi-dieux qui sont par les Champs-Élyséens, soit en leur asphodèle ou ambrosie ou nectar, comme disent ces vieilles ici, elle est, selon mon opinion, en ce qu'il se torche le cul d'un oison. Voilà. Bon, vous le connaissiez tous, ce texte, je suppose, quand même. Alors, d'abord, comme il y en a que j'ai jamais vu dans les deux premières lectures, il faut quand même que je tienne, j'ai quand même deux témoins là et un témoin là, même si lui, il n'écoute pas, il fait les photos, que les deux premières séances, on a lu des textes sérieux, et hier des textes philosophiques, il y avait Platon, il y avait tout ça dedans, tout ça. En plus, ils se gelaient quand je leur lisais les paroles gelées avec Platon, et j'ai pas lu de grossièreté. Et aujourd'hui, j'ai plus, comme c'est la troisième, plus pris le fil comme ça, d'aller se balader un petit peu dans les points qui sont un petit peu à la fois des énigmes, mais à la fois aussi c'est ce qui est pour nous un chantier comme ça, un chantier ouvert. Et pareil, donc la première séance, on était parti dans le Pantagruel de 1532, donc qui est vraiment le premier livre de Rabelais, où on voit se constituer comme ça l'emprise du récit, quoi, avec des figures comme ça qui sont complètement rhétoriques, et puis petit à petit qui arrivent comme ça à créer presque des personnages au moment où le narrateur rentre comme ça dans la bouche du géant. C'est peut-être moi le texte que je trouve le plus géant de tout Rabelais, comme ça, cette exploration de Pantagruel par l'intérieur de la bouche, c'est-à-dire le lieu d'où on profère le livre. Le narrateur vient examiner comme ça, concrètement, physiquement, les dents, pharynge, larynge, etc. Et donc ça, c'est 1532. Rabelais, à ce moment-là, donc on en avait parlé, ça, il est à Lyon, dans cette imprimerie où le but pour eux, c'est de publier leurs travaux, qu'on dirait aujourd'hui scientifiques, donc beaucoup de livres de droit qui se publient. Lui, c'est ses aphorismes d'Hippocrate et de Galien. Bon, il y a ces trucs de topographie, des faunes, des flores et tout ça. Et donc ce recueil, a priori au départ, de farces d'étudiants, qui fait le centre du Pantagruel, c'est inséré comme ça dans cette espèce d'histoire de géant qui va lui donner son autonomie. Bienvenue. Il vient de loin, il vient de Nouvelle-Calédonie juste pour nous rejoindre. C'est pour ça qu'il arrive avec un petit peu de retard.
Rabelais, aussitôt après, donc à ce moment-là, il est dans une période où, là aussi, il gagne sa vie. Bon, il est marié, il a 3 enfants. Il travaille à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Donc imaginez... enfin non, il ne vient pas de Nouvelle-Calédonie, il est lyonnais. C'est pour ça que je gardais l'Hôtel-Dieu de Lyon juste pour le moment de ton arrivée. Imaginez tout ce que c'est ces trucs de lépreux. On est dans une des choses, par exemple, qui me... voilà, c'est ça la règle du jeu, vous avez compris. En plus, ils arrivent tous dans n'importe quoi. Bon, je vais recommencer. Je vais lire les torches que j'avais choisi spécialement pour Thierry, mais bon... Voilà, c'est les gens pour lesquels je me disais, à eux, je peux lire des grossièretés. C'est complètement raté, je ne vais pas dire 2 fois des grossièretés pareilles. Ouais, sur ces trucs-là, par exemple, dans ces trucs de corps là qu'on voit travailler ces corps. Lucie. Hop là. Les jeunes informaticiens nous rejoignent. Ouais, par exemple, sur ces trucs qui a priori justement peut paraître lourd pour nous dans ce vocabulaire comme ça de quasiment scato. Par exemple, l'histoire, c'est de sa faute, c'est Clément qui m'a dit Rabelais on s'en fout mais raconte des histoires on aime bien. Donc... Non, ça ancre le texte. Bon, ça ancre le texte. Par exemple, la bataille de l'Épante, on est pile à ce moment-là, quasiment. D'un côté, vous avez environ, je crois que c'est 15 000 mercenaires montés sur 3 000 bateaux, de toute la corne européenne. Donc, par exemple, ces Espagnols, comme ce Cervantes, donc bon, on crève de faim en Espagne, ben, ils partent avec son frère en Italie, et puis ils s'embauchent comme mercenaires. De l'autre côté, il y a tout, évidemment, ce qui gravite autour des Turcs. Pareil, 3000 bateaux. On se bat pendant 3 jours et on estime que de 2 fois 15 000, il en échappe à peu près 2 fois 3000 des deux côtés. Et on a des récits, par exemple, de cette bataille de l'Épante. Donc vous imaginez cette espèce de carnage sur la mer immobile. C'est pour ça que ces textes là, d'hier soir, là, avec les bateaux là, comme ça d'île en île, et on a le récit par Cervantes qui lui-même donc perd son bras gauche dans la bataille de l'Épante, et son frère, et bon, il va essayer pendant 3 jours de sauver son frère. C'est lui qui, enfin, il n'y a pas de raison que Cervantes triche sur sur ce truc-là. Son frère meurt comme ça évidemment dans ses bras. Et en même temps, ce qu'on peut faire à ce moment-là, donc les bras coupés, tout ce truc de corps là qu'on entend comme ça, tout ce qu'on sait faire, c'est cautériser. C'est-à-dire, on prend une épée, on la met sur une flamme, on applique, ça sent le cochon grillé, et puis ensuite, bah, vous avez une chance que ça passe, une chance que ça... Ça va mieux, toi, au fait? Ça cautérise, c'est tout à l'heure. Je sais pas qui lui avait sur la figure, mais elle était toute étonnante. Tout va bien. Bienvenue, entrez. Ouais, et ouais, et là, par exemple, pour moi, c'est pour entrer comme ça dans la tête de ces types du XVIe siècle. C'est Ambroise Paré. Alors là, justement, c'est ça aussi, je voulais un petit peu parler, c'est le statut du livre. Nous, ce qui nous concerne, ce qu'on n'arrête pas de relire. Le livre, à force, enfin, si c'est écrit, c'est plus fort, c'est un niveau de prescription que le réel ou que le statut de l'expérience lui-même. Et en fait, tout le chemin des gens comme Rabelais, ça va être de renverser cette espèce d'instance. Donc le livre tire son autorité, lui, évidemment, de la Bible, 12 débuts du Pantagruel, avec l'origine, Abel, Caïn, et tous ces trucs-là. Là, on fait dériver l'autorité de son propre livre en le reliant comme ça, même par le fil de la farce, au livre qui, lui, est le livre des livres, donc étymologiquement la Bible. Et il ne faut pas que je m'en mêle trop, parce que sinon, je vais partir. Mais dans Ambroise Paré, par exemple, le truc qui est hallucinant pour nous, c'est qu'il y a tout un tome qui s'appelle Des monstres. Alors, des monstres, ça veut dire que une femme, bon, par exemple, qui a vu un montreur de singes quand elle était enceinte, c'est absolument normal que le petit bébé dont elle accouche soit complètement velu et poilu.
Et ces contes-là, vous les retrouverez, ils étaient déjà dans Plutarque, vous les retrouverez aussi dans Montaigne, et Ambroise Paré va les reconduire, lui, dans son livre, y compris parce que comme c'est attesté par Plutarque, eh ben, ça a valeur de prescription sur ce truc-là. Et en même temps, Ambroise Paré, donc, qui installe comme ça ces trucs sur les monstres, qui peuvent nous sembler à nous complètement dans une très, très grande aberration, évidemment, de l'autre côté, c'est celui qui va imposer, et ça, par contre, chose, politiquement, c'est lourd, imposer dans l'armée qu'au lieu de faire ces cautérisations comme ça sur les champs de bataille, on se contente de faire de l'antisepsie au vinaigre. Donc imaginez comment vous arrivez à promulguer comme ça une décision, arriver à la faire mettre un truc, et puisque évidemment l'antisepsie au vinaigre, ça ne va pas marcher tout... Enfin bon... et peu importe, après ces trucs-là, je ne vais pas m'ancrer là-dedans, mais ce qui est pour moi étonnant, et c'est un petit peu là ce que je voudrais garder comme fil conducteur là, pour les 45 minutes de lecture, c'est à partir du moment de l'entrée de Jean-Claude ou c'est à partir Oui. Alors non, on ne va pas déborder quand même. C'est le saut mental, c'est-à-dire ces types qui sont à la fois capables de renverser comme ça une espèce d'héritage extrêmement lourd, c'est-à-dire j'arrête la cautérisation par le feu sur les champs de bataille, je remplace par l'antisepsie. Vous voyez, l'antisepsie, par exemple, pour les femmes enceintes et tous ces trucs-là, ce sera Semmelweis, ce sera début du XXe siècle. Hein, Céline, quand il est embauché aux Nations Unies, c'est pour... Bon, pas comme ça, mais je voyais que ces espèces de processus, il y a des lenteurs historiques comme ça, il y a des moments comme ça, il y a des franchissements mentaux, et Ambroise Paré, c'est fascinant à cause de ça. Pour revenir à ma chaîne, vous savez que Cervantes, ça aussi, ça nous met comme ça un petit peu dans le contexte là. Donc après les Pentes, il vient à Rome, mais comme ils ont perdu la bataille, on ne les paye pas. Et revenir en Espagne, c'est cher. Et Cervantes, qui est jeune à l'époque, par contre, je n'ai pas révisé, mais il va mettre 4 ans en Italie, quasiment dans des conditions évidemment de mendiant, pour arriver à thésauriser suffisamment d'argent pour payer sa place pour qu'un bateau le ramène à Barcelone. Et vous savez l'histoire après, c'est-à-dire que, ouf, ça y est, il s'embarque, et pile ce bateau-là est chopé par des pirates barbaresques, donc il se retrouve dans un bagne à Alger, et dans ce bagne, il va rester 8 ans, je crois, quelque chose comme ça, et toute tentative d'évasion, évidemment, c'est la peine de mort appliquée immédiatement. Et Cervantes va faire 3 tentatives d'évasion. Il est tellement respecté dans le camp que les autorités du camp n'oseront pas le zigouiller. Et finalement, comme personne, bon évidemment, ils essayent de faire des rançons. Cervantes, ils en ont tellement marre, et comme personne irait payer la rançon de ce pauvre fils de barbier de vers Séville ou je ne sais plus où, ils finissent par le renvoyer, quoi. Et la première partie du... Donc, bon, Cervantes, il y a tous ces trucs de théâtre et tout. Allez, je ne vais pas vous parler. Et pourtant... Non, faire des digressions luminaires avec ces trucs-là.